Bonjour les amis, comment allez-vous en ce dimanche 2 novembre? J'espère que vous allez bien, j'espère que vous êtes en forme, j'espère que vous êtes bien réveillés en ce dimanche. Pour moi un peu gris, un dimanche un peu gris à la maison, mais c'est incroyable. Ah là 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 là, Hugo, ça me fait plaisir de te voir. Je sais que tu te lèves à 15 heures normalement le dimanche et je te vois là à 11 heures. Un live que j'adore, que j'attendais depuis longtemps, vraiment comme je vous ai dit, ça va être un live sur l'histoire, vraiment sur l'histoire. Nato va venir nous présenter euh, une partie de l'histoire de l'Égypte. Nato, je vais le laisser tout à l'heure vraiment se présenter à vous et ça va être incroyable. What's up, Apollo Gaming? Sorry, my man. Today, we're going to talk about Egypt. It's gonna be not even me streaming. It's gonna be Nato. One of my family guy who's going to talk about Egypt. So it's not gonna be English speaking today, unfortunately. Ben, comment allez-vous? Comment tout le monde va? Salut, salut Céline, salut Ben, salut le Jésus, salut le Deals. Gaël, c'est devenu ma chaîne préférée, tu déchires. Merci beaucoup, c'est gentil. Honnêtement, ça va être très cool. Alors moi, je vais pas parler de quand même trop longtemps. J'ai quand même envie de vous faire une introduction un peu spéciale sur Nato. C'est une personne que je trouve extraordinaire. Il y a, je pense, des personnes qui le connaissent dans le chat déjà. Mais pour moi, c'est une personne qui a eu 100 vies, qui fait 1000 choses et surtout qui le fait avec beaucoup d'amour. Et vous allez voir, il est passionné de l'Égypte. Quand il récite l'histoire de l'Égypte, c'est juste incroyable. Franchement, je suis hyper content. Je ne vais pas vous dire que c'est un ami, c'est la famille carrément. Je suis hyper content qu'il puisse revenir live sur la chaîne, qu'il puisse nous réciter vraiment l'histoire de l'Égypte. Je vais vous demander un tonnerre d'applaudissements, les amis, à Nato, quoi. Et d'ailleurs, Et... je lui laisse ma place. D'ailleurs, je te laisse ma place, Nato. Je te Aïe, laisse aïe, ma aïe. place, Nato. Trop d'honneur, trop d'honneur. Ah, On va mettre du bon sens. merci, merci. Merci les amis. Ah ben, je suis content de vous retrouver, hein. Merci, hein, Gaël, pour l'introduction, là. Non, mais Tu ça me, fait tu me depuis. flattes, là. En fait, il y en a peut-être qui vont se rappeler en Australie. Il était enfermé et Ouais. tout seul. Et en fait, on avait fait un live sur l'histoire de l'Égypte, sur tout Ouais, ça. Et on avait kiffé. On s'est dit, Nato, je lui ai dit, mais franchement, je pense que tu devrais vraiment le faire sur Twitch. c'était vraiment très agréable et c'était vraiment une expérience un peu traumatisante en Australie, hein. C'était le Covid, hein, c'était ça, hein. T'es enfermé, je suis resté 3 heures, mais j'étais avec vous, c'était super. C'était Regarde, génial. t'as des bonjours. Tout le monde te dit bonjour, tu vois. Bonjour, bonjour les gars. Céline, tout le monde. Eh ben, on est content, je suis là avec vous. On va partager un petit moment ensemble, un petit moment d'histoire. En fait, je suis pas historien, mais je suis un petit peu passionné. Et c'est ça Légèrement, qui... légèrement, légèrement, les- légèrement Tu passionné. penses? Légèrement Ouais, passionné. légèrement, on va dire ça. Mais j'adore. J'adore les choses qui excitent les neurones, qui nous amènent loin, quoi, dans des réflexions, des fantasmes, des choses incroyables. Je vous laisse dans les mains de Nato. Je fais des allers-retours. Je suis là, vous inquiétez pas. Mais Nato, il va commencer. Il a un programme chargé. Ouais, on va essayer de décrypter certaines choses, mais on n'apporte pas vraiment des réponses exactes. On n'est pas des professeurs, des docteurs en égyptologie, mais on va essayer de faire quelque chose de propre. On va essayer de se poser déjà des questions, parce que c'est la clé, c'est la curiosité. La curiosité amène la connaissance, et la connaissance amène parfois certaines vérités. Et c'est ça qui est incroyable et qui est vraiment drôle. Merci les amis d'être là, merci de me suivre. Eh ben, merci Gaël, hein. On te voit tout de suite Ouais, ou tranquillement, moi je suis par là. t'interviens quand tu veux, hein. J'interviens, pas de problème. Je suis là. Il n'y a pas de problème, C'est à toi, hein. C'est Nato. Nato, ouvert, c'est à hein. toi. C'est à toi. C'est à toi. Merci, merci. Merci. Bon, les amis, on va parler un peu d'Égypte, on va parler de quelque chose d'assez factuel. On va parler tranquillement, tranquillement, posément, et on va poser les questions qu'on veut. Bonjour tout le monde, salut. Les pyramides, oui, on va parler un peu des pyramides, on va parler aussi de ce qui a permis le déchiffrage aussi des hiéroglyphes de cette civilisation si mystérieuse donc qu'est l'Égypte et ce qu'elle a apporté à l'humanité, au monde, et à la France aussi, hein, il ne faut pas oublier.
Donc, on va parler aussi de celui qui a été l'instigateur de, de, de ces conquêtes du savoir qu'on va nommer quand même, qui s'appelle Napoléon Bonaparte, le fameux Napoléon. Ah, on va peut-être parler d'électricité, pyramide, je sais pas. Est-ce qu'il y a eu d'électricité aux pyramides? On verra, on sait pas. Peut-être qu'il y aura des solutions, peut-être qu'il y aura. On va apporter quelques réponses ou pas, ou plus de questions que de réponses, mais ce qui est sûr, c'est qu'on aura des connaissances plus ou moins factuelles qu'on peut retrouver un peu partout dans les livres, dans les documents scientifiques, etc. Donc, oui, on va parler un peu du tombeau de Toutankhamon que j'ai visité il y a quoi 2010. C'était magnifique, c'était extraordinaire. Un peu de mythologie, oui, oui, effectivement, il y a beaucoup de mythes dedans. Et c'est ça qui est extraordinaire, c'est qu'ils ont allié, ils ont réussi, cette civilisation a réussi à mystifier, à rendre très mystérieux et même scientifiquement valable de nos jours des choses que jusqu'à l'heure d'aujourd'hui, on utilise toujours. Exemple, le papier, des technologies qui paraissent très banales de nos jours, mais qui maintenant nous, nous montrent que le savoir, la connaissance est quelque chose qui est essentiel à une civilisation. Alors là, vous voyez quelque chose d'extraordinaire que je mets en avant en images pour que vous puissiez comprendre d'où part cet émerveillement en fait. Et, euh, et pourquoi je suis aussi passionné. C'est ce gros tas de cailloux qu'on voit sur nos écrans. Et ce tas de cailloux, ce gros caillou avec plein de chiffres, plein de choses bizarres qu'on ne comprend pas, cryptées. On a l'impression que on est en train de faire de l'encodage sur Internet. Eh ben oui, c'est ce qu'on appelle les hiéroglyphes. Mais vous avez remarqué, puisque je vois que vous avez l'œil, il y a déjà deux parties, deux écritures différentes que l'on voit déjà sur cette image. Ça s'appelle la stèle de la pierre de Rosette. La stèle de la pierre de Rosette. D'où est partie toute la solution de déchiffrage comme vous le savez, des hiéroglyphes. Alors, alors les amis, comment allez-vous déjà avant de commencer à parler, avant que je commence à me répandre? Je vais vous laisser me dire comment vous allez déjà, hein, le chat, comment vous allez? Comment vous portez-vous? Je vois que vous êtes déjà nombreux, hein, on est au moins 160 environ à écouter. Oh là là, ça fait une mini-conférence. Je stresse, vous me stressez. Non, ça va aller, ça va aller, ça va être cool. Alors, qu'est-ce que vous savez de cette fameuse stèle? Qu'est-ce que vous connaissez? Qu'est-ce que ça vous fait remonter dans vos souvenirs à l'école ou pas à l'école, sur YouTube? Euh, Qu'est-ce que ça vous dit? Bon, moi, je vous donne déjà un petit indice. Déjà, cette pierre, je l'ai vue pour la première fois de mes yeux, puisqu'elle existe toujours, au British Museum. Donc, j'ai fait une petite visite, une petite halte hein, touristique, comme tout un chacun. À Londres, j'ai eu le privilège de le faire assez jeune quand même. J'avais quoi, 26 ans, quelque chose comme ça. Euh, je crois qu'elle est au début, à l'entrée, presque à l'entrée du musée. Hein. Et elle est toute noire. Elle est toute noire, cette pierre de Rosette. Rosette, bon, c'est pas qui sont comiques, hein, c'est pas le nom de, pas le prénom d'une copine, hein, c'est vraiment l'endroit où ça a été trouvé. Donc, la pierre de Rosette, c'est, c'est vraiment le cadeau tombé du ciel qu'a reçu l'armée de Napoléon. Euh,
lors de sa campagne d'Égypte. Alors, je vais vous laisser la voir. Je vais laisser admirer cette pierre pour que vous puissiez comprendre un petit peu. Je vais vous donner quelques détails pour qu'on puisse comprendre de quoi on parle. Oui, alors, les amis, vous en dites quoi? Vous en dites quoi? Cette pierre, elle signifie quoi pour vous? Donc, donc, cette pierre de Rosette a plusieurs écritures. Donc, il y a au-dessus, on voit une écriture très avec, comment on appelle ça, des hiéroglyphes dits sacrés, c'est-à-dire vraiment, on voit vraiment des dessins, on voit les dessins d'objets, d'animaux, d'ustensiles, etc. Et c'est ça qui forme l'écriture sacrée dite hiéroglyphique. Et nous remarquons quelque chose que vous allez voir d'ici sous peu, c'est que cette pierre. La pierre de Rosette est un fragment de stèle en grano-diorite de Je plus vous d'un mètre permets, de je haut vous gravé à la fais fin de l'Égypte antique. écouter, Il écouter un s'agit d'un petit peu le décret promulgué descriptif. à Memphis par un congrès de prêtres pour le pharaon qui régnait à cette époque, Ptolémée V, en 196 avant Jésus-Christ. Ce décret établit le culte divin du nouveau monarque. Il annonce également que Ptolémée V a fait don de grains et d'argent au temple égyptien, et qu'il a, durant sa 8e année de règne, endigué une crue du Nil très importante, afin d'aider les agriculteurs à avoir de bonnes récoltes. Il est question également de réduction d'impôts et de libération de prisonniers. En échange, l'anniversaire du pharaon et celui de son couronnement seront célébrés tous les ans, et Ptolémée V sera vénéré comme un dieu. Plutôt pas mal comme deal. Tu l'as compris, le soutien du clergé est donc essentiel pour pouvoir gouverner le peuple. Ce décret est écrit en 2 langues, mais 3 écritures. Il fut découvert en Égypte, dans la ville de Rosette, d'où son nom, le 15 juillet 1799 par l'armée française lors de la campagne d'Égypte de Bonaparte. Cette ville, située dans le delta du Nil, avait un certain intérêt militaire pour le gouvernement français de l'époque. Ainsi, un fort y était tenu, le fort Julien. C'est dans cette forteresse que fut découverte la fameuse pierre. Elle avait été incorporée aux fondations de ce fort, à une époque où les temples antiques égyptiens étaient utilisés comme carrières, et leurs pierres étaient récupérées. Alors voilà. Donc vous avez bien entendu, cette pierre de Rosette a été trouvée par euh, l'armée de Napoléon et on va aller au vif du sujet. Alors, la première question qu'on devrait se poser, c'est qu'est-ce que Napoléon fait en Égypte? Pourquoi il fait une campagne d'Égypte? Pourquoi il trouve ce qui lui permet de trouver cette fameuse pierre qui permet un décryptage plus tard par Monsieur Champollion des hiéroglyphes. Et nous remarquons qu'il y a une succession de hasards assez bienheureux pour nous parce que ça nous a permis maintenant de pouvoir avancer dans cette civilisation, comprendre certaines choses, certaines pratiques, certaines sciences qu'il maîtrisait et d'enlever certains fantasmes aussi. Ok, donc la pierre de Rosette, on dit que c'est des glyphes, on trouve des formes d'écriture en fait assez, assez caractéristiques parce que pendant des siècles, pendant plus de 15 siècles, ils n'ont pas réussi à déchiffrer, à pouvoir lire. Et il y a beaucoup de personnes, de personnalités, d'intellectuels, de grands savants de l'époque qui ont essayé dans le monde arabe, chez la civilisation anglaise aussi, ont essayé de pouvoir euh, comprendre, de pouvoir lire cette écriture. Et nous avons cette campagne d'Égypte qui tombe à pic parce que Napoléon va faire quelque chose d'extraordinaire. C'est qu'il ne va pas simplement aller
emmener une campagne juste pour conquérir des terres, mais il part avec plus de 150 savants, ingénieurs de sciences en tout genre, ce qui est extraordinaire. Une sorte d'armada scientifique. Vous imaginez, c'est comme si on dit au meilleur de ce monde, au meilleur de la France actuelle, de descendre pour aller faire quoi dans un autre pays. C'est assez bizarre. Donc, on retrouve tout cela dans un livre qui décrit, cette campagne d'Égypte. Et c'est assez extraordinaire de voir notre cher Napoléon Bonaparte descendre avec toute cette armada de scientifiques en Égypte. Et en même temps, il va guerroyer, il va faire la guerre pour pouvoir pénétrer dans le Caire et conquérir cette nation plurimillénaire qu'on adore tous. Donc maintenant qu'il a fait ça, il le fait aussi avec, et ça on va en parler un peu plus tard, dans d'autres, si vous le voulez bien, dans d'autres Twitch ensemble. On va parler de ceux qui l'ont aidé, par exemple Alexandre Dumas père, que on ne connaît pas vraiment. On connaît surtout son fils, le fameux écrivain Alexandre Dumas, le comte de Monte Cristo, et les quatre mousquetaires. Donc voilà, donc son père, le père d'Alexandre Dumas, était un général de l'armée de Napoléon et qui lui a permis de faire cette fameuse conquête de l'Égypte, campagne d'Égypte. Et cette campagne d'Égypte, comme ils le disent, elle a été menée quand même par un officier noir. J'en parle parce que je viens d'une île de la Guadeloupe, comme vous le savez, et que ne pas parler de nos héros, c'est quand même un peu... c'est un peu quand même normal de faire, d'être fier de cela. Et qu'on a quand même oublié. Hein, on n'en parle pas souvent, mais effectivement, Alexandre Dumas, fils, avait un père qui s'appelle Alexandre Dumas aussi. Donc on précise père, qui était l'un des plus grands généraux de l'armée de Napoléon, surtout pour cette campagne d'Égypte. Et qui lui a permis de pénétrer et de conquérir cet espace pour pouvoir faire quelque chose d'assez scientifique, puisqu'il est parti avec tout cela. Donc, on pense, on présuppose, on pense, et selon les écrits que j'ai lus, qu'en fait, ce Napoléon voulait découvrir ou affirmer certaines choses scientifiques qu'on rapportait au lieu de rester dans des fantasmes historiques mondiales. Donc là, on va retourner sur la pierre de Rosette et je vais vous laisser écouter et regarder les trois sections. Les trois sections de cette fameuse pierre de Rosette et après on va passer à autre chose. Hein. On va pas rester dessus éternellement. Un texte écrit en deux langues. Les deux langues présentes sont le grec ancien et l'égyptien ancien. Et les trois écritures sont l'alphabet grec, l'égyptien démonique et l'égyptien hiéroglyphique. Je te le disais en intro, c'est un vrai bordel. C'est en ça que cette découverte fut si bouleversante, car jamais jusqu'à présent nous n'avions trouvé quelque chose nous permettant de déchiffrer les hiéroglyphes, écriture que plus personne ne pouvait lire depuis plus de 15 siècles. Tu l'as compris, c'est chose faite. Grâce au moulage et copies effectuées de la pierre, la première traduction du texte en grec est réalisée dès 1803. Ces copies circulent parmi les musées et les savants européens de l'époque, qui essaient tous de les décrypter. Beaucoup d'entre eux arrivèrent à un certain résultat comme Thomas Young ou Sylvestre de Sacy, mais avec encore beaucoup trop de manques ou d'erreurs de traduction. Il faudra attendre une vingtaine d'années supplémentaires pour que les hiéroglyphes soient finalement déchiffrés. Et c'est un Français qui y parviendra, Jean-François Champollion, en 1822. Il réussit cet exploit, tout d'abord en se rendant compte que la pierre de Rosette retranscrit le même texte dans plusieurs langues différentes, puis en imaginant un alphabet égyptien à partir des noms de souverains égyptiens. En se concentrant sur les cartouches, ces symboles hiéroglyphiques de forme allongée et fermés par un nœud, Champollion se rendit compte qu'il renfermait toujours le nom d'un pharaon. Il parvient d'abord à déchiffrer le cartouche de Ptolémée, présent sur la pierre de Rosette, puis celui de Cléopâtre, repéré sur un petit obélisque. Et très vite, tout s'enchaîne. Il continua avec le nom des empereurs romains qui était également gravé sur plusieurs monuments et agrandit son alphabet.
À partir de là, il réussit à traduire la pierre de Rosette, composée de 486 mots grecs et de 1519 hiéroglyphes, et ainsi lever le voile sur le mystère qui entourait l'Égypte antique. Il annonça sa découverte dans une lettre en 1822 adressée à M. Dacier, linguiste érudit de son temps. Alors, super, super, super. On va dézoomer un petit peu tout ça. Voilà, ok. Donc, effectivement, vous avez vu, hein, cette pierre était limite un mode d'emploi, hein, une sorte de traduction. Quelle chance que les Égyptiens avaient traduit sur, sur trois langues, deux langues différentes. En grec ancien. Donc, c'est ce qui a permis à Champollion, en fait, de faire une sorte de translittération, de passer ce qui se faisait à l'époque, de passer d'une langue à l'autre et d'essayer de trouver les redondances, les choses qui s'expriment plusieurs fois, et de pouvoir, dès le début, comprendre que le nom des monarques, que le nom des rois se trouvait dans cette fameuse cartouche. Donc, il repère le mot Cléopâtre, le nom Cléopâtre, et là, ça lui dit quelque chose. Cléopatra, voilà, vous connaissez. Et, et voilà, c'était Eureka. Donc, il a fait tout ce qu'il fallait. Et il s'appelait Champollion, Jean-François Champollion Figeac, le jeune. On précise tout ça parce que il avait un grand frère qui portait le même nom. Donc, on précise Figeac, le jeune. Euh, je veux quand même parler légèrement, assez rapidement de Champollion, parce que Champollion, extraordinaire, une sorte de surdoué des langues. Et il avait une intuition, il a gardé cette intuition, cette curiosité, et cette fameuse intuition, cette curiosité qui lui a permis de découvrir cette traduction, de découvrir en fait le mystère de cette langue dite sacrée. Alors, il faut quand même définir, se demander pourquoi on utilise ce mot hiéroglyphe, pourquoi il n'y a pas un autre nom. Donc, on sait que hiéros, bon, c'est du grec. Glyphe, on a compris, hein, dessin, signe. Et en fait, en réalité, tout cela vient d'un mot qu'on dit en égyptien ancien, Medou, Medou Neter, Medou Netché. Et le fameux Medou Netché, ça veut dire parole, Medou, les paroles du divin, ou les paroles du ciel, ou les paroles sacrées. Et dans les différents dictionnaires qu'on peut retrouver d'Alan Gardiner, les Anglais, de Champollion et de Christian Noblecourt, encore des Français, des grands linguistes qui ont fait avancer l'égyptologie. Et on peut se vanter, la France peut se vanter de cela, en tout cas les Français et les francophones, d'avoir eu des savants à ce point curieux et passionnés qui lui ont permis de comprendre ce qu'il y avait derrière les signes. Alors, la particularité des hiéroglyphes, c'est que, premièrement, ils arrivent à le graver dans des sens, euh, dans presque tous les sens. Alors, on peut lire les hiéroglyphes de gauche à droite, de droite à gauche, et de haut vers le bas. Et normalement, jamais du bas vers le haut. Donc, il se lit dans trois sens. Pourquoi ils disent que le bas vers le haut, que rien de la terre ne peut renseigner le ciel. Donc, c'est toujours le ciel, donc du haut vers le bas, qui puisse, la verticalité, qui puisse apporter une connaissance, un savoir immuable vers la terre. Donc, c'est un peu dans cette symbolique-là. La chose qui est incroyable dans cette langue, c'est elle repose sur trois systèmes. Donc, il y a le phonème, c'est-à-dire on entend le son des mots. Ils ont réussi à inscrire, à graver le vocal, la vocalisation des choses. Ils ont inséré la figuration, c'est-à-dire la vraie image
des mots. Et ensuite, l'idée du mot. C'est idéologique. Euh, et en gros, il y a plusieurs écoles, mais moi, je crois plus en cette école-là parce que je viens d'une culture, on va dire, vulgairement, on dit négro-africaine, de la diaspora des Antilles, où notre langue dite créole utilise le même système, c'est-à-dire la métaphore. Les hiéroglyphes, c'est quoi la métaphore? La métaphore, c'est lorsque on a une idée et qu'on arrive à la préciser comme un proverbe. Euh, C'est-à-dire que si tu n'es pas de la culture, tu ne comprendras pas la métaphore. On a beau te la traduire littéralement, tu ne vas pas la comprendre si tu n'y vis pas. Par exemple, je donne un exemple. En créole, on dit d'où en moins qu'on fait Yamadé. Alors là, je viens de parler créole. Voilà, qu'est-ce que le mec vient de dire? Nato, calme-toi. Voilà. En fait, on peut le traduire littéralement, d'où au moins qu'on fait Yamadé. Ça veut dire que mon dos, littéralement mon dos, ressemble à une feuille de dachim, d'igname, de madère. Le fameux féculent. Le fameux féculent prisé comme le manioc. Mais tu ne comprends pas la phrase et tu ne sais pas pourquoi on dit ça. Mon dos ressemble à une feuille de madère. Il faut y vivre, il faut être culturellement sensible et avoir vécu dans un endroit où cette plante existe et où on peut décrypter le sens de cette phrase, de cette métaphore. Je vous la donne direct. Les hiéroglyphes procèdent exactement comme ça. C'est-à-dire que euh, la langue a été difficile à comprendre parce qu'il fallait comprendre la culture ancienne pour pouvoir comprendre les phrases qui étaient de l'ordre soit religieuse, scientifique, d'ingénierie ou autre. Donc, comme ils utilisent des procédés métaphoriques, ça a rajouté des difficultés dans la compréhension même des hiéroglyphes. J'espère que vous ne me perdez pas, hein. Vous êtes tous là. Hein? Hein, les truitos, là. Vous êtes là, vous êtes avec Nato, hein, dites-le moi. Hein. Donc, les médiunétaires, médounéché, ou hiéroglyphes en grec, c'est la métaphore, le sens métaphorique, l'idée, la symbolique qu'il y a derrière une phrase, une action, un sentiment, un ressenti. D'où moi qu'on fait Amadé, si dans une discussion, la personne qui est en face de moi me diffame, raconte des bêtises sur moi, etc., je peux dire que d'où moins qu'on fait Amadé. Ça veut dire quoi en réalité? Ça veut tout simplement dire que je suis imperméable à ce que tu dis. Pourquoi? Parce que la feuille de madère, lors de la saison des pluies ou lorsqu'il pleut, l'eau ruisselle directement dessus. Je ne sais pas si vous avez déjà vu les dessins animés où il y a, comme les feuilles de nénuphar, les grenouilles s'abritent sous une sorte de feuille qui a cette apparence-là, comme un cœur. Eh bien, les feuilles de madère sont comme ça et en fait, ça sert de parapluie. Donc, l'idée, c'est ça. Et les hiéroglyphes procèdent beaucoup comme ça, par métaphore. Bon, ça a été beaucoup discuté, mais nous savons que ça procède par métaphore, puisqu'on comprend énormément, beaucoup plus de phrases ou d'idées par rapport à cela. Euh, et les langues dites créoles sont comme ça. D'ailleurs, il y a une petite polémique en ce moment. Hein, la France veut enlever l'agrégation du créole. Donc, c'est toute une histoire en ce moment. Bon, bref, pour les langues dites régionales françaises. Donc, il faut lutter pour ce savoir, pour garder notre culture vraiment là. Sinon, après, on va perdre énormément de concepts et d'idées. Donc, les hiéroglyphes sont sacrés. Pourquoi ils sont sacrés? Parce que ça crée ça. Ça crée quelque chose. Et le sacré, c'est quelque chose, c'est quelque chose qui nous apporte qui nous apporte et qui nous permet d'évoluer spirituellement, mentalement, physiquement, socialement, psychologiquement et qui nous permet de nous élever.
Donc, c'est ça le sacré. La musique sacrée, ça sert à ça, etc. Pourquoi les Égyptiens parlent de sacré? C'est parce que le sacré vient toujours du ciel. Donc, je vous donne un petit tips. Les hiéroglyphes, on peut le traduire par signes. Ce sont des signes. Et dans les dictionnaires hiéroglyphiques, des hiéroglyphes, vous pouvez regarder signe. Et vous avez remarqué que signe est représenté par un astérix ou, si vous regardez encore bien, vous allez voir qu'il est représenté euh, sous forme d'étoile. Et en réalité, l'étoile est la forme du signe. C'est des étoiles, donc des signes, véritablement, réellement, les étoiles, les signes qui viennent du ciel, puisque les étoiles, c'est dans le ciel, qui nous renseignent sur quelque chose de terrestre. Car pour eux, le principe, c'est tout ce qui est en haut est en bas, c'est comme un miroir. Et donc, si ce qui est en bas arrive à ressembler à ce qui est en haut, eh ben, tu as atteint le Saint Graal, quoi. Tu as atteint quelque chose qui ancre et qui te permet d'évoluer. Donc, c'était ça leur système hermétique, leur système spirituel. Alors, nous allons continuer. Donc, les hiéroglyphes, c'est quelque chose c'est la première écriture. Mais ce qui est aussi important et qu'il faut souligner, les amis, c'est que on ne peut pas faire une écriture sans un support. Et c'est très important de le dire parce que on dit oui, ils ont peut-être inventé l'écriture, mais il y a les Sumériens aussi. Les Sumériens, au niveau de Babylone, Iran, Irak et tout ça. On dit souvent, et on le voit souvent, lorsqu'on tape directement sur Google, on dit la première civilisation qui a inventé l'écriture, ils nous disent les Sumériens. Ok, il n'y a pas de problème, les Sumériens, mais ils utilisaient un système qu'on appelle cuniforme, c'est-à-dire sur leur écriture, c'est des sortes de pointes de clous, c'est-à-dire c'est une forme de clou. Mais est-ce qu'on peut vraiment appeler ça une écriture? Puisque le plus souvent, tous les systèmes, toutes les tablettes d'argile, qui est le support de l'écriture, c'est un peu compliqué de voyager avec des tablettes d'argile pour faire une correspondance. Par exemple, si j'ai besoin de dire que j'arrive dans un mois par bateau ou par charrette, ça sera un peu compliqué de transporter des choses aussi lourdes et des messages. Donc, c'était vraiment très comptable ce qu'ils faisaient. Donc, en gros, il y a une petite bataille entre les scientifiques, mais moi, je suis plus de la team. L'écriture vient de celui qui a trouvé le meilleur système pour pouvoir divulguer la pensée humaine et le matérialiser sur un support et un support souple qu'on va appeler le papyrus, le système du papier. Donc, l'origine du papier vient du mot papyrus et bibliothèque vient du biblos, papyrus, papier, voilà. Donc, toutes nos bibliothèques, nous utilisons un système incroyable qui a été inventé par rapport à une écriture dite sacrée qu'on a pu mettre sur un support souple qui est beaucoup plus facile à transporter, comme jusqu'à maintenant, hein, voilà, le papier fait avec du bois. Et eux, ils utilisaient la fibre du roseau du Nil. Ok, maintenant nous allons aborder un autre sujet, on va passer à autre chose. Maintenant que vous avez vu un petit peu c'est quoi l'écriture, c'est quoi tout ce mystère autour de ça. Voilà, et en gros, pour résumer un peu l'écriture Medu Neche, eh ben, cette écriture hiéroglyphe, c'est le meilleur système connu, même Champollion, tous les linguistes le disent, c'est le meilleur système connu d'écriture dans la mesure où on a l'idée de la chose, le dessin de la chose et le phonème, le son de la chose écrit sous le même support, dans la même phrase. Donc, on n'a pas besoin de dictionnaire pour pouvoir comprendre ce qu'on lit. Parce que nous utilisons l'alphabet, qui a été
donnés par les Phéniciens qui eux-mêmes ont été bercés par les hiéroglyphes, qui est qu'une traduction simplifiée des hiéroglyphes vers le monde entier, c'est-à-dire qu'on a enlevé tout ce qui était idéologique, métaphorique, donc on a un système, ce que nous avons alpha, bêta, etc. jusqu'à Z, donc nous avons des lettres pour pouvoir écrire ce que nous prononçons, mais il n'y a pas l'idée de la chose que nous prononçons, ni le dessin de la chose que nous prononçons lorsque nous écrivons. Donc, on a enlevé deux systèmes, alors que les hiéroglyphes en avaient rajouté les deux. Donc, ils n'ont pas que le phonème, ils ont aussi les deux autres. Et c'est ça qui rend cette écriture aussi incroyablement riche, merveilleux et qui donne beaucoup de fantasmes et d'interprétations en tout genre. Voilà. Alors les amis, dites-moi si vous avez un peu compris ce que je viens de raconter. Est-ce que c'était assez concis? Est-ce que vous comprenez un peu mieux? Est-ce que j'ai pas été trop long? Mais on va passer à autre chose. On va encore entrer dans les mystères. Dans les mystères des pyramides et on va continuer. Donc on remercie Champollion. Cela fait en 2022, on a fêté les bicentenaires de la découverte et de la traduction, de la découverte surtout de la traduction des hiéroglyphes par Jean-François Figeac Champollion, le jeune, dit le jeune. Grâce à la pierre de Rosette qui a été trouvée par l'armée de Napoléon, mais qui a été, je ne sais par quelle opération, pris par les Anglais. D'ailleurs, Champollion a travaillé, pour la petite anecdote, que sous un support moulé, traduit. Donc, il n'avait pas la vraie pierre de Rosette avec lui. Et il a pu quand même faire ce travail-là qu'il a remis à M. Dacier, qui est un grand de son temps. Donc, nous avons tout ça. Donc, la petite aparté que j'ai dit par rapport à la langue créole, c'est pour nous, pour les Antillais, pour la diaspora et pour la France entière et pour le monde entier. Mais je ne veux pas être aussi... on va rester humble. Hein. Nous sommes que 140 sur Twitch et qui écoutent Nato. Mais nous savons que ce que nous racontons peut être vérifiable. Vous devez vérifier, vous devez regarder. Je vous encourage beaucoup, beaucoup à ne pas prendre pour content tout ce qu'on vous raconte. Il faut vérifier, revérifier, regarder les sources. Moi, je vous le donne comme ça, en donnant de temps en temps des sources, parce que c'est important de pouvoir ne pas être vindicatif et ne pas être trop sec dans nos raisonnements, rester le plus plastique, le plus souple possible. La plasticité du cerveau, c'est ça, il faut rester souple. Il faut faire un peu de gymnastique cérébrale pour pouvoir comprendre ce qu'on entend, ce qu'on voit, faire des petites déductions, le noter dans sa chambre, dire ah putain, j'ai entendu quelque chose quand même d'assez incroyable. Nato, il a dit ça, mais bon, on va vérifier et quand tu vérifies, tu trouves des choses assez incroyables. Donc, on va parler donc la question reste en suspens, hein, les amis. Napoléon, il est venu faire sa campagne d'Égypte, mais il vient avec un armada de scientifiques. Les grands de la France de l'époque de 1700, dans les années 1780, 98. On dit 98 en Suisse, hein, 98. Donc, il découvre la pierre de Rosette et ensuite, il fait aussi une découverte incroyable qu'on appelle la stèle de Dendera. Là, c'est un mystère. La stèle de Dendera. Après, on va revenir aux pyramides. Ne vous inquiétez pas, les amis. On retourne aux pyramides. Mais on va parler de la stèle de Dendera, qui est assez important. C'est une stèle. Qu'on retrouve dans un temple, dans le temple d'Hathor. Temple d'Hathor, c'est le temple d'une déesse, entre guillemets. Mais il n'y a pas de déesse dans le panthéon égyptien. Je vais vous l'expliquer plus tard. En fait, il n'y a que des représentations des choses qui existent sous forme métaphorique, si vous me suivez. Euh,
tout ce qui représente, tout ce qui est la représentation d'une idée, ils ont réussi à faire, à décrire d'une façon euh, allégorique des phénomènes qui existent, qu'ils ont observés. Chez les Grecs, on appelle ça les mythes et qui puissent devenir des légendes lorsque les individus ont réellement existé. Ça peut devenir une légende, mais un mythe, le principe du mythe, c'est de raconter d'une façon allégorique, par exemple, la course du soleil dans le ciel. Ah, les Grecs vont te dire c'est le char de feu de Zeus ou d'Apollon qui traverse le ciel. Et là, on va nous dire que c'est Ra. Ra, qui est le disque solaire, qui représente, qui est une métaphore du Dieu unique, qui vont appeler Ra, qui vont appeler Atum-Ra, qui vont appeler Ptah-Ra, qui vont appeler aussi Amen-Ra, que vous connaissez, que tout le monde connaît dans le monde, c'est Amen-Ra. Qu'importe la religion d'où on vient, il y a toujours un moment où à la fin de notre prière, on dit Amen. Et en réalité, c'est le nom de Dieu qui signifie en hiéroglyphe ainsi celui qui est, donc qui est le futur, le présent et le passé, qui n'a ni futur ni présent ni passé, qui est, qui existe et qui s'est matérialisé en nous. Donc, on dit Amen-Ra. C'est-à-dire que lorsqu'on prie, on insinue que notre prière, nos doléances ont été entendues puisque nous servons de canal. D'où le mot Amen à la fin. Ça ne veut pas dire simplement ainsi soit-il, ça veut surtout dire ainsi il est. Et ce que je dis est une forme de vérité ou de souhait que l'on souhaite et qui vibre à travers nous par le fameux Amen-Ra. Ok, donc c'est l'un des noms de Dieu. Donc Imana, Imani, Amen, Emana, Emanare, Imana, c'est la même chose. Ok, donc maintenant je vais vous montrer cette fameuse stèle de Dendera. On va pénétrer et je vais vous un peu raconter ce qu'on voit. On est dans le temple d'Hathor, les amis. On est dans le temple d'Hathor. Et là, on arrive dans un lieu assez mythique avant d'arriver à la stèle de Dendera. Vous avez vu des choses, vous voyez en ce moment même. C'est plutôt bien caché dans le temple de Dendera. Il faut rentrer dans une. On voit ça. Dans Je une vais crypte, éteindre un une peu le son. Crypte qui est en forme de T. Vous voulez entendre le son, les amis ? Donc vous voyez cette fameuse ampoule qu'on retrouve et qui a fait l'objet de beaucoup de... qui a fait beaucoup couler d'encre, où on parle, soit il parle d'électricité ou autre. Ça sera dans un autre podcast qu'on va parler de tout cela. Pour l'instant, on veut voir cette stèle de Dendera qui se trouve sur le plafond en fait. C'est le plafonnier, en fait, il y a quelque chose d'extraordinaire. Vous voyez, on pénètre dans le fameux temple. Et ouais, regardez à droite. Ce qui est beau, c'est que tous les murs, si vous regardez bien, tous les murs sont gravés. Il n'y a pas un espace où il n'y a pas l'écriture sacrée. Qu'est-ce qu'il raconte comme ça? Mais à se demander, mais qu'est-ce qu'il raconte? Et en fait, il raconte tous ces rituels, tous ceux qu'ils ont observés, car une écriture ne peut naître que de l'observation de la nature de ceux qui nous entourent. Donc c'est pour cela que cette civilisation a beaucoup intéressé et même a été convoitée par beaucoup de civilisations après, car elle était la source des connaissances pendant des millénaires. Parce que c'est la plus longue et la plus intéressante des civilisations aujourd'hui. Donc, elle a duré près de 4000 ans. Donc là, on va emprunter un énorme escalier avec donc, il de parle très de l'escalier beaux où ils vont reliefs sur emprunter. ces murs qui nous emmène directement sur le toit du temple.
et ils emmènent sur le toit du temple. Donc, nous, on va avancer, les amis. On va avancer et ils se retrouvent sur le toit du temple. Et nous, on veut voir cette fameuse stèle. Donc, je vais avancer. Lui a réussi à le Voici trouver, cette de stèle. Dendera, lors de ma... Donc, Alors, moi, je recule un petit peu. Les amis, c'est vraiment important, cette stèle Donc, de moi, Dendera. j'ai pas réussi à trouver le zodiaque de Dendera lors de ma visite, mais mon ami, lui, a réussi à le trouver. Donc, vous pouvez voir une reproduction de ce zodiaque justement dans le musée du Louvre. Mais celui-ci, c'est l'original. Donc, vous voyez l'original de la stèle de Dendera. Je m'y pose. Et en réalité, c'est sur cette stèle, Napoléon, ses scientifiques ont été hyper étonnés et époustouflés par la précision, surtout qu'il y avait un mélange de dieux égyptiens et de grecs anciens où on voyait déjà les 12 constellations du zodiaque. Donc, il y a les 12 constellations du zodiaque, il y a aussi la précision des saisons, il y a la précision de la course du soleil et il y a la précision de l'emplacement des étoiles. Bon, ce qui est incroyable, parce que vraiment incroyable. Donc, les savants, ils ne comprennent pas. Ils se disent, mais alors, qu'est-ce qu'ils ne comprennent pas et qu'est-ce qui les étonne tant? Dites-moi, les amis, qu'est-ce qui les étonne tant? En fait, c'est très simple. Ce qui les étonne, c'est que lorsqu'ils calculent l'emplacement à leur époque, en 1798, l'emplacement des étoiles correspondent, ils arrivent à remonter dans le temps. Un logiciel maintenant peut le faire. Il y a un certain Robert Bauval qui l'avait fait, vous pouvez chercher ça. Maintenant, lorsqu'on parle des étoiles, de Dendera, des pyramides, de l'alignement avec les étoiles de la ceinture d'Orion, c'est souvent par rapport à un livre, un documentaire que Robert Bauval avait fait et qui stipulait que il y a, si on calcule bien, 12 000 à 15 000 ans. Vous entendez bien, les amis? 12 000 à 15 000 ans, si on se réfère au positionnement des étoiles sur les stèles, que ça, ce que vous voyez, a été créé. Donc, les savants sont un peu dubitatifs. Donc, ils se demandent, est-ce que c'est pas une fake news? Est-ce que c'est pas une fake news? Est-ce qu'on n'a pas quelque chose c'est anachronique et ça correspond pas à ce qui a été enseigné par la religion, la religion d'État, pour ne pas la nommer, le Saint Vatican, le Saint-Siège, où nous avons appris dans toutes les religions, parce que nous venons un peu de toutes les religions dites chrétiennes et autres, et on nous dit que l'être humain, ça fait 6000 ans qu'il est sur Terre, et là, que le fameux Adamos, hein, avec Ève, sa compagne, tirée de sa côte, là on va parler de ça une autre fois, a, a émergé. Hein. Donc là, ils sont un peu étonnés que des sapiens sapiens, puisqu'il faut être sapiens sapiens pour faire ça, des sapiens sapiens ont fait quelque chose qui remonte à 12 000 ans, et ils le voient devant leurs yeux, quoi, la stèle de Dendera que vous allez retrouver au Louvre, au musée du Louvre. Donc ça fait une grosse polémique. Jusqu'à maintenant, ça fait polémique. Hein. On parle des pyramides, mais Dendera, je vous dis, c'est très choquant. Parce que ça signifie qu'ils maîtrisaient l'astronomie, qu'ils ont cartographié le ciel, et qu'ils nous ont donné les noms que vous connaissez du zodiaque. C'est eux qui ont élaboré les noms, les mois, ce qui correspond aux saisons, etc., dans le zodiaque. Incroyable. Voilà, donc toute l'équipe, l'armada de Napoléon, ils étaient hyper excités, intrigués de cette découverte de la fameuse stèle de Dendera. Donc, on va passer à autre chose, les amis, on va continuer. Excusez-moi, je bois un petit peu d'eau. On parle, mais il faut s'hydrater. Comme dirait Jean-Claude Van Damme, il n'y en aura plus, alors il faut boire. Voilà. Ok,
Donc, voilà cette fameuse stèle. Là, elle est un peu bien noircie par le temps, un peu deg visuellement comme ça, mais vous pouvez retrouver la photo bien faite du Louvre, etc. Ah, ok, les amis, ok. On revient au live là, on a vu des images, on a vu des belles choses, et voilà. Là, je vais vous montrer juste une petite image, hein, c'est juste pour moi, hein, c'est- c'est- c'est pour de la communauté, et pour tous ceux qui adorent l'Égypte et qui aiment les gens forts, qui aiment les vrais guerriers. Donc voici la représentation d'Alexandre Dumas, père, celui qui est monté, qui a permis à l'armée de Napoléon de guerroyer et de gagner. Donc c'est le fameux papa d'Alexandre Dumas, l'écrivain prolifique, l'un des plus grands écrivains français, romancier français. Magnifique. Comte de Monte Cristo a été inspiré par lui et d'un deuxième que vous ne voyez pas et qu'on a beaucoup euh, entendu ignorer parce que Napoléon a eu des gros problèmes avec eux. Lui, il était d'origine de Saint-Domingue, Alexandre Dumas. Père, c'est pour ça qu'on parle de métissage, mais il était un métis de Saint-Domingue et comme vous le savez, qui est devenu Haïti et ensuite Santo Domingo, la République euh, de Saint-Domingue. Donc, ça appartenait à la France à un certain moment. Donc, lui, il est issu de ça. Il était l'un des plus grands et des plus forts. Il avait même un surnom. Et vraiment, les amis, il faut vraiment se reconnecter avec notre histoire. Et il y a des personnages comme ça qui sont oubliés. Il y a un deuxième personnage, mais nous allons en parler plus longuement une prochaine fois. Lui, avec son acolyte qui s'appelait le Chevalier Saint-Georges, qui venait de la Guadeloupe. Euh, et le Chevalier Saint-Georges, c'est lui qui a entraîné toute son armée, justement l'armée d'Alexandre Dumas père. Mais il est mort malheureusement lors de la bataille de la campagne d'Égypte, mais pas en Égypte, il est mort en France. Sous autre chose, Napoléon l'avait envoyé autre part. Pourquoi? Parce qu'il était l'un des plus grands escrimeurs, épéistes, maîtres d'armes de l'époque. Et c'est un Guadeloupéen encore, un métis, et un très grand musicien, très connu, et ils étaient des révolutionnaires. Donc lui, ainsi que donc Alexandre Dumas père, ainsi que son acolyte Chevalier Saint-Georges, qui venaient tous deux des îles, étaient des grands sabreurs. D'où notre petit... parce qu'il y a beaucoup de gens qui ne comprennent pas pourquoi nous avons des champions en France, chez nous, Cocorico encore, en Guadeloupe, hein, des Guadeloupéens. Hein. Nous avons eu cette fameuse médaille d'argent de Borel. Monsieur Borel, un grand qui a eu cette fameuse médaille olympique et qui était peut-être 3 fois champion du monde d'escrime, etc. Avec aussi Laura Flessel, que vous connaissez, un champion, 2 fois champion olympique, etc. C'est comme Teddy Riner, ils ont trop de médailles. On ne sait pas quoi citer. Ils ont trop de titres. Donc, chez nous, dans la Caraïbe, Cuba, Guadeloupe, toute la Caraïbe, très fort dans la maîtrise des armes, donc épéiste, maître d'armes. Donc on a une lignée comme ça assez logique de gens qui maîtrisent l'épée. Donc voilà. Donc Alexandre Dumas, Chevalier Saint-Georges. Il y a aussi un haïtien qu'on appelle Jean-Baptiste Belay, mais on va parler de ça beaucoup plus tard. Mais tout ça, ils étaient dans l'équipe, la fine équipe de Napoléon pour pouvoir aider à cette bataille. Après, il y a eu des petits problèmes idéologiques, comme vous savez, puisque Napoléon a fait la bêtise du siècle. Il a voulu rétablir l'esclavage. Et les Haïtiens l'ont donné une raclée en 1803. Et Haïti est devenu en 1er janvier 1804 première république noire au monde. Voilà.
Et donc, nous faisons un petit clin d'œil à Haïti parce que c'est chaud en ce moment. C'est très, très, très chaud. Donc, beaucoup d'amour à Haïti. Pour le moment, on ne les oublie pas. Donc, nous allons continuer, les amis. Nous allons parler encore d'Égypte. Nous allons parler de cette fameuse campagne d'Égypte et nous allons parler un petit peu des pyramides. On va parler des pyramides, les amis. Si ça vous intéresse, dites-le moi. Parce que là, on passe vraiment aux choses limite indécentes. C'est vraiment indécent maintenant de parler des pyramides. On a l'impression qu'on est des pyramidions. À chaque fois qu'on parle des pyramides, les gens maintenant sur Internet sont excités. Ils pensent que tu es le plus grand complotiste de tous les temps. Non, les pyramides sont là. Elles existent. On ne fantasme pas, on les voit. Malheureusement pour certains, les pyramides du Caire nous regardent et nous imposent leur présence. Donc on ne peut pas ne pas parler du monument, du plus beau monument du monde. Et on se demande pourquoi ce tas de pierres est un beau monument et pourquoi il intrigue autant. Donc la pyramide de Khéops, cette fameuse pyramide dont tout le monde parle sans cesse, se trouve sous un plateau qu'on appelle le plateau de Gizeh. Donc tout le monde est au courant. Euh, Tout le monde est au courant, les amis. Je sais que vous savez que les pyramides se trouvent au plateau de Gizeh. Mais je veux parler de quelque chose avant de parler euh, des pyramides de Gizeh. Je vais quand même faire un aparté. Donc les pyramides de Gizeh, comme vous le savez, sont des monuments assez imposants, massifs. Je ne vais pas faire le descriptif que vous connaissez déjà, les pierres, toutes les polémiques qu'il y a autour d'eux, tous les fantasmes que les gens ont. Mais je veux vous permettre de réfléchir un petit peu sur la question qu'on ne se pose pas et la question qui se pose tout le temps, mais qui n'a pas lieu d'être si la première n'est pas résolue. C'est why. Pourquoi? Pourquoi construire une pyramide? Pourquoi construire des pyramides? Quel était l'objectif de construire une pyramide? Pourquoi cette idée? Pourquoi ces constructions monumentales? Bon, en Égypte, vous avez vu, c'est très monumental, hein, les temples, le temple d'Edfou. Moi, j'ai été subjugué par la grandeur du temple, des dessins, des gravures, de la précision des choses. Euh, euh, on ira plus en profondeur sur la précision et les détails de ces choses, mais je peux donner quand même quelques points. Alors, la pyramide qu'on appelle Khéops, pour ma part, je l'appelle Khufu. Khufu, pourquoi? Parce que, comme on a parlé des hiéroglyphes, il ne faut pas oublier qu'il y a une convention, j'avais aussi omis de le dire, il y a une convention égyptologique, puisque quand on écrit les hiéroglyphes avec l'alphabet, puisqu'ils ont utilisé un système alphabétique pour pouvoir décrypter les hiéroglyphes, ce qui, pour ma part, et certains autres savants panafricains et autres, limite un peu la compréhension des hiéroglyphes. Pourquoi? Parce qu'ils utilisent de façon conventionnelle des voyelles pour pouvoir lire, pouvoir prononcer les mots. Pourquoi? Parce que lorsqu'ils écrivent, c'est comme la langue hébraïque, lorsqu'ils veulent écrire avec l'alphabet, les hiéroglyphes, il n'y a pas de voyelles. Ah, c'est comme un cocasse. Il n'y a que les consonnes. Donc, c'est une langue consonantique. Donc, ils ont mis que les consonnes. Et en fait, c'est limite normal et en fonction de la langue dont tu viens, c'est-à-dire qui est sur le territoire africain, puisque on a oublié aussi de citer que l'Égypte se situe en Afrique. On a beau dire au Moyen-Orient, mais ça, c'est une façon de voir les choses. L'Égypte ancienne commençait du Soudan
de la vallée des Grands Lacs et remontait juste à la Haute-Égypte. Et à la Basse-Égypte, pardon. Justement, nous allons parler de ça tout à l'heure. Donc, l'Égypte, telle qu'on la connaît actuellement, n'est pas l'Égypte ancienne. C'est-à-dire, n'a pas les mêmes délimitations, comme vous le savez, en Belgique. Les Allemands, les Européens ont fait un petit découpage de l'Afrique non conventionnel, mais par pur colonialisme. Bon, nous allons passer cette digression et pour tout ça, pour vous dire que la langue hiéroglyphe, les voyelles sont apportées par la langue dite locale. C'est-à-dire, normalement, les hiéroglyphes, selon ce qui a été vérifié, ce qui est les dernières avancées apportées sur l'explication de cette écriture, c'est qu'en fait, n'importe quel peuple d'Afrique devait pouvoir lire les hiéroglyphes à partir de leur propre langue. C'est comme s'ils ont fait un espéranto, comme on dit, un espéranto, pardon, d'une langue générale pour pouvoir être compris par tous. Merci toujours de rester avec moi, les amis. C'est important ce que je veux dire. C'est-à-dire que les langues dites bantou, lingala, congo, toutes les langues comme ça d'Afrique, la façon de vocaliser ce qu'ils voient, les objets, leur permettait de prononcer, de connaître le phonème, la façon de prononcer le mot. Mais en Europe, on ne sait pas, on ne savait pas. En tout cas, on commence à cheminer vers ça. Donc, ils ont fait une convention, donc les voyelles sont placées un peu partout comme ils veulent. Donc, ils disent Kéops. Mais Kéops, il n'y a aucune personne qui s'est appelée Kéops en Afrique. Mais Khufu, oui. Pourquoi? Parce que dans son hiéroglyphe, dans son cartouche, eh ben, il y a un poussin, une caille, qu'on dit ou, qu'on prononce ou. Et effectivement, lorsqu'on prononce son nom, c'est Khufu et non Kéops. Donc voilà, c'était juste une petite parenthèse parce que je vais faire un podcast essentiellement sur les noms des pharaons, des rois, des gens qui ont dirigé l'Égypte, parce qu'il y a quelque chose de très important à savoir et qui m'a beaucoup intrigué et qui m'intrigue toujours beaucoup. Je n'ai pas encore eu toutes les réponses, mais j'ai des réponses assez importantes. C'est pourquoi aucune personne au monde ne porte ces noms. Oui, par exemple, Hatshepsut. Qui s'appelle Hatshepsut? Personne ne s'appelle Hatshepsut. Qui s'appelle Ramsès? Personne ne s'appelle Ramsès. Ça n'existe. Amenhotep III, Amenhotep IV, personne ne s'appelle comme ça en Égypte. Pourquoi je vous dis ça? N'importe quelle civilisation qui a un nom de roi, forcément, son peuple porte ce nom-là. Comme nous, comme en France, lui, les Louis, les Bourbons, les gens portent ce nom-là, ces prénoms-là, Louis, etc. Et pourquoi en Afrique ou en Égypte, ça n'existe pas? C'est parce que à cause de la convention ou autre chose qui se cache derrière, nous n'avons pas les vrais noms et prénoms des rois et des reines. Je mets ça entre parenthèses, on verra ça une prochaine fois. Ok les amis? Ok, donc la vocalisation des noms et des rois et des reines, normalement, diffère énormément. Donc, au lieu de dire Kéops, on dit Khufu. Et au lieu de dire Khéphren, on dit Khafré. Et au lieu de dire Menkaure ou Mekirinos, on dit Menkaure. C'est pour ça que certaines personnes disent Menkaure. Ou au lieu de dire Mekirinos, personne ne s'appelait Mekirinos. Et Khufu au lieu de Khéops et Khafré au lieu de Khéphren.
Voilà. C'est pour ça que vous entendez plusieurs noms. Vous ne comprenez pas pourquoi ils ont plusieurs noms. C'est parce qu'il y a le nom conventionnel qu'on a fait en égyptologie. Euh, la convention qu'ils ont fait, c'est les Allemands encore, et les Français et les Anglais qui ont permis d'avoir une sorte de convention pour pouvoir euh, pouvoir savoir de quoi ils parlent, qui est une bonne chose. Mais maintenant qu'on avance, ça fait quand même 200 ans qu'on a décrypté les hiéroglyphes, il faut quand même avancer et dire ce qu'il est, qui est et ce qu'on a découvert, etc. Ok, ok, on va passer à autre chose. Là, je vais vous montrer quelque chose d'exceptionnel qui se passe. On va parler de la barque et ensuite on va reparler des pyramides puisque la barque solaire se trouve près des pyramides. Alors, j'ai coupé le son et vous allez juste voir des images et c'est assez parlant. Je vais parler sur les images. Alors là, ce que vous voyez, c'est le transport d'une barque solaire, de quelque chose d'exceptionnel, extraordinaire. Et là, vous voyez des images. Vous voyez sur quelle chaîne je suis. Je l'adore, ce gars, Ro. Et j'utilise ça parce que c'est quand même exceptionnel. Il a eu la chance d'avoir des images où on voit ces fameuses pyramides et ces fameuses barques qui est transportée. Voici la barque solaire. Comme vous la voyez, elle est en bois. Incroyable. Mais c'est pas incroyable, une barque en bois, une barque en bois. Mais ce qui est extraordinaire avec cette barque solaire, pour montrer l'ingénierie et le savoir des Égyptiens, c'est que cette barque solaire n'a ni clou ni vis. Je répète, la barque solaire n'a ni clou ni vis, les gars. Donc, comment ils ont fait pour agencer cette barque? Eh bien, en mode Lego, en mode puzzle. C'est un puzzle. Les Égyptiens anciens avaient cette fameuse barque solaire qu'on pense que c'est une barque de cérémonie ou voilà, mais elle existait en miniature. Là, vous voyez des images exceptionnelles parce qu'ils vont l'emmener au musée, le nouveau musée du Caire, que je vous invite activement et peut-être nous serons ensemble, qui sait, pour aller voir euh, 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 cette barque solaire. Donc, je vous montre des choses d'actualité. On n'est pas trop dans le rétro. Donc, on vient à ça, la barque solaire, cette fameuse barque solaire qui détermine la course, comme le nom l'indique, solaire du Soleil dans l'univers ou dans la Voie lactée, si vous préférez. Donc, ça symbolise la course du Soleil. Donc, ils ont réussi à faire un monument réel, ni clou ni vis, par un système de pesée, d'emboîtement et de cordage. Tout se tient. Et non seulement tout se tient, ça permettait, l'ingénierie de cela, c'est que le bateau pouvait légèrement se déformer par la houle ou par un choc. Et parce qu'il est fait comme une pièce, comme des pièces. Franchement, c'est presque incompréhensible. C'est un puzzle en mode Lego et qui permet au bateau de ne pas utiliser autre chose que le matériel. Donc, il n'y a qu'un seul matériel. C'est du bois et n'oubliez pas qu'une corde, des petits cordages, des petits liens qu'ils ont fait, c'est du végétal. Donc, c'est 100% végétal. Alors, si on parle d'écologie, nous sommes en retard. Ça, c'est vraiment un monument écologique, un artefact écologique incroyable. Alors, pour ceux qui doutent, ce n'est pas une reconstitution, c'est exactement une barque qui a 4500 ans. Vous avez vu la conservation? Le bois a 4500 ans. Ça veut dire qu'il a presque 6000 ans.
Si on compte, allez, on enlève les 2000 ans après JC. Il a 4500 ans. Ce truc-là se trouvait près, dans le sable enfoui, près des pyramides. Il a été conservé comme ça, grâce à la chaleur, l'érosion et tout. Ça a conservé, ça a limite pétrifié le bois. Donc, ils l'ont vu en pièces détachées, en mode puzzle, et ils l'ont reconstruit. Ils ont pris du temps, mais ils ont réussi à tout reconstruire. Donc, c'est un chef-d'œuvre naval, d'ingénierie, un système incroyable. Je pense que Lego doit aller déposer, déposer tout ça. Ok, les gars. Ok. Donc, voilà, nous nous retrouvons devant la pyramide. Donc, vous voyez, la barque était devant la pyramide. Donc, il était à côté, sur les côtés. Donc, vous voyez les blocs de tonnes. Là, nous sommes sur la pyramide sans le parement. C'est-à-dire que là, nous avons les pierres à nu. Donc, nous allons enchaîner. Hein. Donc, nous avons les pierres à nu. Je vous décris en live. Dans les pierres à nu, en calcaire, on va dire en calcaire brun. Pourquoi? Parce que le parement, c'est ce qui recouvrait la pyramide. En fait, on ne voyait pas la pyramide comme ça à l'époque, au temps d'Hérodote, l'historien grec. Et la pyramide était lisse, c'est-à-dire qu'il y avait du calcaire blanc qui recouvrait tout ça. On appelait ça le parement. Et lors d'un grand tremblement de terre qui a lieu au Caire, le parement s'est détaché. Donc, le seul parement qu'on retrouve quelque part, il se trouve en haut, que vous voyez sous certaines pyramides, sous la tête, là, je me pose, hop, regardez à gauche, au fond à gauche, il reste un petit peu de parement. Donc, ce que vous voyez, c'est une reconstitution, ce n'est pas la vérité. Alors, on reprend cette image. Voilà le parement. Vous le voyez sous la tête ou pas? Donc, le parement se trouve à la pointe, vous voyez? Eh bien, imaginez tout cela recouvrait entièrement, et c'est du calcaire blanc, recouvrait entièrement la pyramide. Magnifique. Donc, il y a 3 pyramides et 3 petites à côté. Donc, ils sont de l'ordre de 6, je crois. Mais sur le plateau de Gizeh, donc c'est un plateau, on pense qu'il était artificiel et qu'il a été rasé. Pour moi, la plus grande technologie avant même et logistique, avant même d'avoir construit ce monticule, cette montagne de pierre, c'est d'avoir fait le terrassement. En termes d'ingénierie, c'est incroyable, les amis. Vous ne pouvez pas imaginer ce que c'est. C'est magnificos. Donc, vous avez le parement en haut, la pointe que vous voyez là, et on va parler du pyramidion une autre fois, c'est-à-dire la toute pointe, on pense qu'elle était dorée, et on va en discuter un peu plus tard. Donc, la pyramide, comme vous la voyez là, elle est incroyable, elle est imposante. Vous voyez comment c'est beau. Là, nous avons la pyramide de Khéops qui a vraiment pas il y a plus de parement. Et quelque chose d'assez insolite et que je voudrais vous faire savoir, c'est que, donc vous avez vu le Sphinx, vous voyez le Sphinx. Alors Napoléon, il y a beaucoup d'histoires sur le Sphinx, il y a beaucoup d'histoires sur le Sphinx qui est cet animal anthropomorphe, c'est-à-dire comme le zodiaque, c'est-à-dire qu'il y a un corps d'un lion ou d'une lionne, qui sait, et qui est surmonté d'une tête humaine avec la coiffe telle qu'on connaît, et on voit bien le faciès de l'individu, qu'on reconnaît les traits de l'ethnie. Si ce n'est pas un Camerounais, je ne sais pas ce que c'est. Mais en tout cas, ça ressemble à un Congolais ou un Camerounais. Donc, ils ont une tête d'un roi, sûrement, ou peut-être, on s'avance un peu trop, mais peut-être en réalité, c'est la façon stylisée de représenter les peuples qui y vivent. Mais en tout cas, nous avons ce sphinx qui regarde, selon Robert Bauval, que je vous invite à regarder. Peut-être vous allez trouver des anciennes vidéos, très anciennes d'ailleurs, et qui datent de plus de 10 ans ou 15 ans, de Robert Bauval, qui parle de l'alignement des étoiles, et que le sphinx regarde l'horizon. Et que le sphinx se regarde lui-même il y a plus de 15 000 ans ou 12 000 ans,
où il se regardait lui-même en face se lever. On appelle ça le lever iliaque, le double horizon de Ré, c'est-à-dire qu'il y a le premier horizon que l'on connaît dans les religions islamiques. Lorsqu'ils font par exemple le ramadan, ils parlent de aurore, c'est-à-dire qu'à l'aurore, qu'est-ce que l'aurore? C'est-à-dire on voit la lueur du jour mais sans le disque solaire. C'est ça l'aurore. Donc, à l'aurore, avant que le soleil se lève, il y a une constellation qui est à l'horizon sur la tête du soleil. Et je vais vous expliquer dans un autre podcast qu'est-ce que c'est tout ça. Ce fameux sphinx regarde dans cette direction-là, donc regarde quelque chose qui se lève. Et cette chose-là, on croit que c'est le soleil, mais en fait, on regarde la couronne du soleil. Et c'est à la pointe de la couronne du soleil que nous savons dans quelle constellation que nous sommes. Et on appelle ça la précession des équinoxes, que nous reparlerons d'ici peu sur cette chaîne, si vous le voulez bien, si vous aimez bien Nato, vous aimez la façon dont je raconte, et voilà. Et en fait, sous cette couronne, c'est-à-dire sous la tête du soleil, avant que le soleil n'apparaisse, donc à l'aurore, c'est-à-dire le double solaire, d'où le mot aurore, comme AU, qui représente l'or en chimie, et l'or écrit OR ou RO. Ouais, le jeu de mots, donc un double levé du disque solaire et qu'ils appellent le double levé de l'horizon, le double levé de Ré. Et en fait, il regarde sa propre constellation il y a 12 000 ans qui était la constellation du Lion. D'où la supposition de Robert Bauval que ça a été construit il y a plus de 12 000 ans, donc antédiluvien, c'est-à-dire avant le grand cataclysme cité dans toutes les civilisations et toutes les religions, dites sous l'eau, d'où le référentiel où ils disent que c'est pour ça que le corps que vous voyez est érodé, comme s'il y avait de l'eau qui avait érodé. Donc aussi, ça aussi, c'est une supposition, une hypothèse, voire même une théorie vraiment vérifiée scientifiquement, où on pense que c'est l'eau qui a érodé tout cela. Pourquoi je parle de ça? C'est pas pour faire joli, c'est pour vous dire que quand on vous parle de barque solaire, que c'est juste une représentation symbolique, je m'abstiens de dire ça moi. Je ne répète pas ça parce que je présuppose et je suppose, et maintenant, selon les données topographiques des lieux qui se font par satellite maintenant, nous savons avec plus de précision qu'à une certaine époque, tout le plateau de Gizeh était sous l'eau, les amis. Tout le plateau de Gizeh était sous l'eau. Donc, c'est-à-dire qu'il y avait un niveau d'eau qui avait été fait sciemment, qui partait du Nil et qui arrivait à irriguer le plateau. C'est-à-dire qu'ils ont fait un système où tu ne pouvais passer près des pyramides qu'en barque. Donc, ils avaient détourné, ils avaient créé un sorte de canal de Suez façon une digue particulière pour pouvoir avoir tout le plateau sous l'eau. C'est sûr qu'on a retrouvé beaucoup de coquillages, beaucoup de choses comme ça. Mais ce n'est pas que par rapport au calcaire, mais ils ont remarqué qu'il y avait des traces et des empreintes d'eau. Donc, je pense que le bateau-là servait vraiment et qu'il était vraiment un bateau royal parce que les Égyptiens ne font pas des choses juste pour faire de la déco. Deuxième chose que je voulais dire, donc c'est pour cela que la porte de la pyramide de Khéops, de Khufu, se retrouve à 1/3 au-dessus la fameuse porte Al-Mamout qu'ils ont bombardée pour pouvoir trouver l'ouverture pour entrer dans cette fameuse pyramide, qu'on présuppose aussi qu'elle s'ouvrait par un mécanisme hydraulique que nous allons détailler la prochaine fois, puisqu'il y a des preuves de tout ça. Et ils pouvaient rentrer lorsqu'il y avait une montée de l'eau par la barque, parce que tu ne pouvais pas le faire littéralement
Et c'était impossible parce qu'il s'était recouvert de parements, c'est-à-dire qu'on ne voyait aucune solution d'ouverture. Donc, soit il y avait un système de tunnels, donc des labyrinthes sous le plateau de Gizeh, puisque c'est un terrassement qu'ils ont vraiment élaboré et on sait qu'ils maîtrisaient vraiment euh, les excavations, les systèmes de labyrinthes et de temples souterrains, puisque la vallée des rois, là où on enterrait les 10 rois, les pharaons et les reines, hommes et femmes confondus, puisqu'il n'y avait pas euh, de misogynie ni de misandrie à cette époque. C'est incroyable, j'aurais aimé vivre à cette époque, hein, les amis, hein. Franchement, c'est extraordinaire. Donc, les pharaons et reines pharaons, si on peut le dire comme ça, euh, étaient enterrés sous la montagne. Je ne sais pas si ça fait référence à sous la montagne. Ça vous dit peut-être quelque chose, hein, pour ceux qui aiment les films de science-fiction et qui aiment aussi le fantastique. Sous la montagne, nous savons que se cachent des trésors. Donc, sous la montagne, euh, on a enterré leurs pharaons. Ils ont enterré leurs pharaons. Et donc, ils savaient faire des labyrinthes et des temples souterrains. Donc, je pense que pour accéder euh, à cette pyramide, nous allons le voir dans un autre podcast parce que c'est très, 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 très dense. Là, nous effleurons rapidement les choses. Je vous explique rapidement les choses. Et donc, cette barque, je pense qu'elle était vraiment usuelle. Elle n'était pas que pour faire joli. Donc voilà, là vous voyez ce que vous voyez en bas, c'est vraiment ça. Donc vous voyez des blocs et des blocs de plusieurs tonnes empilés, plus de 2 millions pour la pyramide de Khéops, empilés l'un sur l'autre. Ok. Donc il y a beaucoup de théories sur la construction des pyramides, on ne va pas y revenir. Euh, et beaucoup diffèrent. Là, je vous montre encore un parement. Voilà, ça, c'est le parement. Le parement de calcaire blanc, c'est ça. Donc, c'était lisse comme ça. Alors, imaginez ça jusqu'en haut. On ne peut pas rentrer. C'est lisse. On ne peut pas l'escalader. C'était impossible. Donc, imaginez dans le désert un monument en calcaire blanc immense, faisant plus de 146 mètres de haut. Hein, les amis, c'est quand même incroyable. Plus de 146 mètres de haut pour Khéops, pour Khufu, pour Khafre, pour Khéphren. J'ai vu qu'un un internaute, un tweetos, il nous a dit oui, Khéphren, comme le fils de Thuram. Oui, tout à fait. Et Thuram, c'est un Guadeloupéen. Ouais, on est connecté dans l'égyptologie, en Guadeloupe, dans la diaspora. On est là, on est là. On est présent. Donc, oui, la fameuse pyramide de Khéphren fait 100, euh, 143 mètres environ, 143 mètres 5. Et Khufu fait 146 mètres 6. Et 65 mètres pour la petite pyramide de Menkaure, 65 mètres de haut. Et revêtement en granit. Donc, il y a plusieurs salles, il faut le dire aussi, il y a plusieurs salles dans ces grandes pyramides de Khéops. Grand escalier, je ne vais pas vous faire tout le truc. Voilà, je veux juste, voilà, je vais le mettre en image vite fait pour que vous puissiez comprendre un peu le gigantisme et l'aberration de ça, quoi. Je mets un peu le son. Vous puissiez entendre. La scène se rejouait chaque jour. Le dieu soleil et l'âme du roi disparaissaient sous l'horizon à l'ouest et entamaient leur voyage nocturne dans le monde souterrain. Lorsque le soleil se battait contre les forces des ténèbres d'Apophis, le roi était avec le dieu du soleil. Il était comme fusionné avec lui. Donc là, on voit bien les constellations parce qu'ils sont obligés de le montrer. Parce que Le roi passait dans le ciel Yana. nocturne pour combattre les démons de l'obscurité.
Et là, c'est selon la mythologie Dans spirituelle l'espoir cosmogonique d'émerger égyptienne. victorieux le lendemain. Donc, il nous montre le fameux lever Elias, Afin que le l'Égypte fameux survive, lever du que les terres soleil. soient fertiles et que la vie continue. Donc, elle nous donne une interprétation très poétique de tout ça. La Grande Pyramide a été érigée pour protéger le précieux corps momifié du roi pendant son combat éternel pour la survie et la prospérité de l'Égypte. Alors, tout ça, c'est une déduction. C'est une déduction égyptologique qui est vraisemblable, qui est cela. Mais, comme je vous ai dit, c'est une langue métaphorique. Il faut voir par-delà la poésie, comme en créole, la poésie qui est dite. Et il faut être de la culture, il faut s'imprégner de cette culture et de son raisonnement idéologique. Les hiéroglyphes, entre guillemets, ne représentent que des choses qui existent. C'est-à-dire que les objets, les personnages sont des choses réelles. Lorsque la langue en hiéroglyphe veut absolument nous montrer quelque chose qui est abstrait, il met un déterminatif qui dit que le mot est abstrait. C'est pour ça que c'est très clair en fait en hiéroglyphe. S'ils veulent montrer quelque chose de concret, ils écrivent le déterminatif, ils disent que c'est un mot concret. Donc, il n'y a pas de problème, il n'y a pas de doute. Par exemple, pour dire à l'Égypte, il disait soit Tamiri ou Kem, Képri, Kemet, vous l'entendez souvent là, Kemet, ou Kama. Mais c'est la manière de prononcer. Vous voyez, ils mettent les voyelles là où ils veulent. Soit ils disent Kemet ou Kama. Tout ça, c'est comme ça qu'ils prononçaient le nom de l'endroit où ils vivaient. Comment on le sait? Parce qu'à la fin du mot, il y a un déterminatif qui veut dire la ville ou la cité. Et Kem, on dit, c'est là où vivaient les gens de ce peuple. Donc, ils s'appellent eux-mêmes les Kémiou, les Kémet, les Kémetaoui, etc. Ou Tameri, etc. Et en créole, on retrouve le même terme, Tamouin, Tamissier, c'est-à-dire qui m'appartient ou qui lui appartient. Donc, Tamari, Tameri, Tamiou, tout ça, c'est des termes qu'on retrouve même dans nos langues qu'on dit négro-africaines ou dites créoles de la diaspora. Donc, qui revient jusqu'à l'Égypte ancienne, qui remonte de très loin. Donc, on continue, on regarde un peu ces images. Je vous remets l'image de la pyramide et surtout l'intérieur que vous connaissez très, 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 très bien. Donc, vous voyez l'intérieur. En haut, en réalité, nous retrouvons la chambre du roi, ils appellent ça, et etc. Et en bas, la chambre de la reine. Reposerait sur cette surface plane. Mais ce que je voulais vous dire, c'est que c'est une interprétation de dire qu'on a enterré quelqu'un, puisqu'on n'a retrouvé aucune momie à l'intérieur. Et de plus, pour la petite anecdote, les amis, on ne retrouve aucunement aucun hiéroglyphe à l'intérieur, ce qui est assez paradoxal, puisque c'est un peuple, on sait, comme vous avez vu précédemment, où c'était rempli de hiéroglyphes à l'intérieur des temples et à l'extérieur. Et là, vous voyez des monuments, il n'y a pas de hiéroglyphes. Surtout dans la plus grande pyramide, celle de Khufu. Et il n'y a aucun graphe, aucun hiéroglyphe. C'est quand même incroyable. Sans le moindre pilier dans la chambre pour le soutenir. Voilà, écoutez ça. Pourtant, le plafond est toujours chambre, intact, 4500 ans plus tard. Par quel miracle? En 1837, le colonel Howard Vyse, un aventurier archéologue, a levé le voile sur ce mystère en découvrant ce qu'il y avait au-dessus des dalles de granit qui forment le plafond plat. Il a introduit du roseau dans les interstices entre les dalles et il s'est rendu compte qu'il y avait un vide. Ce que Howard Vyse fit ensuite fut particulièrement destructeur. Donc vous allez voir quelque chose d'incroyable. Il s'est servi d'explosifs pour faire un trou dans le plafond. Incroyable. Howard Vyse
utilisa en effet de la poudre à canon pour aménager des trous afin d'accéder au-dessus de la chambre royale. Il découvrit ainsi 5 plafonds de granit séparés chacun par un vide et surmontés par une voûte en chevron. Donc, les amis, il y a une voûte en chevron sous dans la Grande Pyramide. Or, nous avons, et vous pouvez vérifier que tout ça n'est pas fait pour protéger ni la masse, ni la puissance du poids de la pyramide, mais pour autre chose que nous allons voir ultérieurement dans un autre podcast, les amis. Donc là, vous voyez, nous sommes dans la chambre du roi et il y a des chevrons et des espaces. Donc, le colonel qui a fait exploser ça, il a fait des trous pour pouvoir y accéder à chaque fois pour découvrir ça. C'est quand même hallucinant qu'il y a plus de 4000 ans, les mecs ont fait ça. Les Égyptiens, bravo, on comprend toujours pas ce que vous avez voulu faire. En tout cas, ils l'ont fait. C'est un fait. On a beau dire que c'est irréel. Si on l'avait dit et qu'il n'y avait pas la preuve, tout bon, on a dit que c'était un fantasme. Mais nous avons matérialisé, ils ont matérialisé quelque chose qu'ils ont pensé. Ils l'ont pensé, ils l'ont décrit, ils ont fait la logistique, ils ont pris les ingénieurs et ils l'ont fabriqué. Donc, la question encore ultime, c'est pourquoi tout ça? Donc, on nous parle de ça. Ils en ont fait trop, mais ils n'avaient jamais eu à résoudre ce genre de problème. La pyramide était censée protéger le roi et il devait garantir sa résurrection en s'assurant que la pyramide ne s'effondre pas sur sa momie. Alors, c'est une présupposition aussi, parce qu'en réalité, n'importe quel ingénieur te dit qu'il n'était même pas obligé, et il le dit lui-même, ils n'étaient pas obligés de mettre les chevrons comme ils ont fait, parce que ça ne se serait jamais effondré comme cela. C'est juste un système qui est fait pour autre chose, et nous allons le découvrir dans un autre podcast qui sera plus allaitant. Là, je survole rapidement pour vous montrer l'exceptionnelle richesse de l'Égypte antique et comment il nous émerveille jusqu'à présent. C'est d'une beauté incroyable. Donc, la petite trouvaille que je vais vous montrer aussi, c'est ça. Récemment, enfin, il y a quelques années, ils ont pu trouver ceci. Une cavité. Ils pensent qu'il y a un vide là où vous voyez le Cette petit. cavité se trouve juste derrière cette paroi de granit, un peu au-dessus de la grande galerie conduisant à la chambre royale. La découverte de la cavité a inspiré une multitude de théories. Il se pourrait que cette cavité, qui est comme un nuage très vague pour nous, soit une autre chambre, contenant des trésors et d'autres documents tels le journal de Merer. Mais c'est plus probablement un espace creux qu'ils ont fait pour diminuer le poids juste au-dessus de la grande galerie, comme ils l'ont fait au-dessus de la chambre royale. Les C'est recherches permettront incroyable. peut-être de confirmer que cette cavité est en effet une ingéniosité architecturale qui permet au monument de résister au temps. Alors, déjà, ce qui permet de résister au temps, il est devant nous, ce sont les pierres. Et ce sont des pierres, je le répète, et c'est la façon dont ils ont été conçus que nous parlerons et que nous discuterons une prochaine fois. Donc là, je vais avancer un peu plus vite parce que le temps s'écroule d'une manière très rapide, à quoi que les Égyptiens ont vraiment le chic euh, de nous bloquer. Donc, et de faire avancer le temps trop vite parce qu'il y a plus de 3000 ans. Quelle ingéniosité! Alors, je voulais quand même faire une petite digression, une autre digression parce que j'en ai fait aujourd'hui.
lorsque nous sommes à l'école, lorsque nous étions à l'école, pour certains, pour ceux qui n'ont jamais été à l'école, on nous raconte l'homme descend du singe, on nous parle de la préhistoire, on nous parle Homo erectus, l'homme de Néandertal, sapiens sapiens, etc., etc. En tout cas, Champollion, dans ses écrits, et tout cela, on le verra encore la prochaine fois, dans ses écrits, il écrit quand même quelque chose qui l'a choqué, parce qu'il a été quand même en Égypte, après avoir déchiffré les hiéroglyphes, vers la fin de sa vie, et je pense qu'il est resté plus de 3 ans environ, vous allez me dire si je me trompe, mais de mémoire, il est resté plus de 3 ans à déchiffrer, à décortiquer, à rester dans les temples, dans les tombeaux, pardon, à analyser, à décrire, à déchiffrer. Et il dit quelque chose d'assez frappant, c'est qu'il dit que cette civilisation qui nous a apporté toutes les sciences de l'astronomie, l'écriture, le support d'écriture, l'ingénierie, toute tous ces mythes, cette science, l'astronomie, même l'astrologie, l'ésotérisme, l'hermétisme, tous ces termes avec du isme derrière, on les a méprisés, et tandis que eux ils étaient habillés de soie, de vêtements de haute couture, entre guillemets, et, et étaient dans la gloire et la magnificence, l'Europe était toujours au stade peau de bête dans les cavernes. Quand j'ai lu ça, je me suis dit, Champollion m'a fait voir qu'on a un problème de datation. Et que Champollion sait que selon la science de son époque, et même d'aujourd'hui, jusqu'à aujourd'hui, moins 4000 ans avant JC, moins 5000 ans, moins 6000 ans, effectivement, en Europe, on est néandertalien. Donc, il est en train de dire que les mecs sont sapiens sapiens, ils ont des palais extraordinaires, ils maîtrisent toutes les sciences. On les a réduits limite en esclavage, puisqu'il le dit. On leur doit tout. On les a méprisés, alors que l'Europe était encore dans des grottes habillées en peau de bête. Ça, nous allons en reparler plus tard. Mais voilà, ça m'a vraiment sidéré. Alors, je voudrais vous montrer quelque chose rapidement, parce que ça va être la fin. Un monument que j'ai vu et qui m'a sidéré, et vous avez remarqué que je n'ai pas trop parlé des matériaux. Mais juste pour vous faire tilter, parce que j'aime ça, je sais que vous aimez ça, les tweetos. Je vais vous montrer une image qu'on appelle l'échelle de Meaux. Donc, l'échelle de Meaux. Je ne sais pas comment on prononce, mais voilà. Tout le monde connaît ça. Tous ceux qui ont étudié les matériaux. Moi, j'ai étudié les matériaux parce que j'ai fait de l'horlogerie. J'ai étudié les matériaux. Vous connaissez le nom de certains matériaux que vous voyez, voire peut-être presque tout. Donc, vous remarquez que l'échelle de Meaux, c'est comme l'échelle de Richter pour les tremblements de terre. Et là, c'est l'échelle des matériaux, des minéraux et de leur dureté. Alors, la dureté ne veut pas dire que cela ne se casse pas. Ça peut être très fragile, mais très dur en même temps. Donc, on part du talc. Ça veut dire c'est très friable. C'est-à-dire, à peine si tu le touches, voilà, c'est de la poudre, c'est du talc, gypse, etc. Et plus on monte, et vous voyez, il nous montre ce qu'on peut faire. Donc, il y a un droit que vous voyez 2,5 entre du talc jusqu'au calcite. Avec ton doigt, tu peux le rayer. Vous comprenez? Et ensuite, avec le bronze, de la fluorite, à partir de la fluorite,
on utilise le bronze. Et ensuite un couteau, Pinel, je sais pas. Et ensuite, à partir du quartz, là c'est compliqué. Et vous voyez que ça s'arrête à 6,5. C'est-à-dire tout le reste là, on n'a quasiment aucun outil. En tout cas, que l'outil qu'on utilise, soit du laser, soit du tungstène, de l'acier trempé extrême, pour pouvoir rayer. C'est pour ça que nos montres en horlogerie sont faites, le verre est fait à partir du saphir. Parce que le saphir se trouve environ niveau 9, avant le diamant, au niveau corindon. Vous voyez le niveau 9. On dit que c'est irrayable, les amis. Vous allez comprendre pourquoi je vous montre ça. Avant qu'on termine ce podcast qui a été un petit peu intense, je vous l'accorde. Et effectivement, oui, les amis, ils étaient très forts en géométrie, mais ils étaient très forts aussi dans les matériaux. Pourquoi je vous montre ça? C'est pour que vous puissiez comprendre qu'on est loin, très loin, de ce qu'ils savaient faire et que tout ce qu'ils nous racontent, l'Égypte officielle, l'égyptologue officiel, il y a un gouffre entre la réalité et ce qu'ils nous racontent. Regardez. Donc, vous avez vu l'échelle de Mohs. Donc, je vous dis, le verre qu'on utilise pour l'horlogerie, on est entre le quartz et le corindon, 7 à 9. C'est presque irrayable, tout ça. Et le dernier, vous avez vu que c'est le diamant, en termes de dureté. C'est-à-dire qu'on n'arrive pas à rayer la chose. On peut le casser, mais le rayer avec un outil, c'est un peu compliqué. Regardez, je vais vous montrer quelque chose d'extraordinaire. Ce que vous voyez là, ça s'appelle les colosses de Bédon. C'est 2 statues monolithes, c'est-à-dire faites d'un seul bloc. Je reviens dessus. Fait d'un seul bloc et qui est fait dans un matériau qu'on appelle du quartzite. Je m'arrête là pour aujourd'hui. C'est du quartzite. C'est-à-dire comment ont-ils fait pour tailler les colosses de Mémon? Comment ont-ils fait ça? Et moi, en 2010, je me souviens de toute ma vie, j'ai une photo que je vais vous montrer une fois. Je suis à côté, je le touche. C'est du quartzite. C'est quasiment... si tu as un burin en tungstène, 2-3 coups, c'est déjà ébréché. Il faut changer. Donc, comment ils ont pu tailler ça si c'est de la taille? Quel est le matériau? Quelle technologie qu'ils avaient qu'on ne comprend pas, puisqu'on nous dit qu'ils étaient à l'époque du bronze, et ils ont fait ça. Donc, je sais que le bronze ne peut pas tailler du quartzite. C'est impossible. Tous ceux qui ont fait études des matériaux le savent, les tailleurs de pierre le savent. D'ailleurs, ils ne taillent pas du quartzite. Ça n'existe pas. Donc, qu'est-ce que c'est que ça? Qu'est-ce que c'est? C'est une construction extraordinaire. Bon, les amis, je constate que l'heure est avancée sur nous. Il va être 1 heure très bientôt. J'espère que je vous ai donné envie de continuer à vous poser des questions, car la curiosité permet d'augmenter la connaissance et de la connaissance, arriver à trouver des vérités, peut-être pas la vérité, mais au moins des vérités pour faire avancer la science. Donc, restez curieux, les amis. C'est tout ce que nous avons besoin. C'est ce que Nato utilise tous les jours, sa curiosité. Merci à vous. Et je vois qu'il y a un monsieur qui est rentré dans la place. J'espère que je ne vous ai pas ennuyé, que ça a pu activer chez vous toutes vos curiosités, tous vos sens. Et je vous dis à la prochaine. Hein. C'est bon, Nato, j'ai entendu que tu allais faire ça. Ouais. Attends, je vais juste prendre la siège 2 secondes, Nato. Ouais, je vais t'installer. De l'autre côté. Ouais. Tac. C'est bon, Nato, hein? T'es là, hein? Putain, Nato, hein? Ah, les amis, on est là.
J'espère que vous avez vraiment aimé. J'ai entendu Nato et il disait, je l'ai laissé vraiment tout seul dans son monde. Vraiment, moi, je regardais aussi comme vous. J'ai regardé le live avec vraiment beaucoup, beaucoup, beaucoup de plaisir, Nato. C'était cool. Enfin, tu vois, j'étais avec mon petit téléphone. Là, je te montre. J'étais avec mon petit téléphone. Je te regardais Ah ouais. tranquillement. Et j'entendais que tu faisais un peu une conclusion. Donc, je suis venu tranquillement. Euh, Merci. Je vois que voilà, les gens, ils ont adoré. Donc, Ah, ils sont vraiment, restés avec moi, hein. Ils sont quand même restés. ouais, ouais. C'était extraordinaire. C'était cool. Moi-même, j'ai failli Euh, m'ennuyer moi-même, mais c'est c'était quand trop même bien. incroyable. Euh, Du coup, les amis, ça vous dit que Nato il recommence la semaine prochaine? Voilà, est-ce que c'est quelque chose est-ce que c'est quelque chose, ouais, je pense que j'avais envie de mettre un peu avec Nato. Je trouve que le dimanche, ça cochait bien la case. Vraiment, dimanche, la session vraiment Nato, quoi. Nato Merci Hugo. qui vient Je ne regrette pas de nous cette parler. période. Putain, merci beaucoup, Alexis, pour le Prime. C'est super gentil. Merci du C'est soutien. gentil, les gars. Mais voilà, je me suis dit que ça peut être vraiment très cool d'avoir vraiment ce petit moment, vraiment où Nato, là, il a pris l'Égypte, tu prendras ce qu'il a envie, parce que voilà, Nato adore l'histoire, mais je trouve que c'est très chill, c'est un petit moment que j'ai envie d'offrir à la communauté à chaque fois. Et si Nato, il accepte aussi hein, de venir Moi, si vous mettez des cœurs, des cœurs, des cœurs, je reviens, hein, les gars. avec des cœurs, Moi, je suis là. Moi, je veux que du love. Moi, c'est du love. toujours On le est love. Guada ou on n'est pas Guada Matinina? Tu vois, On veut du love. le dimanche, là, le dimanche matin, c'est cool. Merci. Ah, ben je reviendrai. Il y a des cœurs là. Ah, Ouais, oui. là, tu commences, hein. Non, mais c'est cool. Franchement, je pense que t'es dit que t'as vu, bah écoute, je pense que on va faire ça. On va vraiment faire ça. Du coup, je vais vous mettre de toute façon le prochain planning de la semaine prochaine. En tous les cas, merci beaucoup d'avoir été présent sur ce live. Merci pour Nato. Nous, on se retrouve ce soir à 19h, les gamers, avec monsieur Choachin pour faire de la BF sur Battlefield 6, enfin la BF, la BR. Du coup, ça va être un live Battlefield ce soir à 19h avec monsieur Choachin. Donc du coup, je vous dis à tous de passer une bonne après-midi. Je vous retrouve, j'espère tous nombreux, ce soir à 19h. Et je vous dis, passez un bon dimanche. Et à Nato, bientôt, les merci gars. encore. Plaisir, Et, plaisir. C'est pour vous, hein. et on se retrouve à 19h pour un live avec Choachin. Merci les amis, à ce soir. Merci. Bye bye.